Ça vous va? On enchaîne sur le deuxième temps de cet après-midi avec la table ronde. Je m'étais noté un petit chiffre quand même sur... on a tendance à dire qu'il n'y a plus beaucoup d'argent public pour financer des projets de décarbonation. Le Fonds monétaire international indiquait qu'en 2022, 1300 milliards de subventions explicites, ça veut dire directes, ont été adressées au marché des énergies fossiles. 1300 milliards de subventions explicites. Et si vous mettez les subventions implicites, vous montez à 5 milliards. Donc de l'argent, il y en a, ce n'est pas forcément le problème. Mais il y a encore des orientations qui ne sont pas forcément claires. Les énergies fossiles n'ont jamais été autant financées que ces dernières années. C'est aussi ça la réalité. Et ce n'est pas un groupuscule d'extrême gauche qui dit ça, c'est le FMI quand même. C'est quand même pas mal. Deuxième table ronde, on est parti. Non, enfin, première table ronde, deuxième temps de cet après-midi. Transformation de la filière automobile, risques et opportunités. J'attends avec moi sur scène Frédéric Vion, délégué national à l'industrie à la CFE-CGC. Vous travaillez chez l'équipementier JTEC et vous êtes aussi membre du contrat contrat stratégique de filière automobile. Paul Moreau, chef de projet chez ISTI à Morvillard. ISTI est un centre de certification et de test des réservoirs hydrogène qui va peut-être faire ses premiers tests en 2025. Peut-être nous le confirmera-t-il cet après-midi. C'est le journaliste qui est en moi qui parle. Vous êtes membre aussi des Shifters Nord-Franche-Comté, donc c'est une déclinaison locale du Shift Project, dont la personnalité médiatique que nous connaissons tous est Monsieur Jean Covici. Bruno Jamet, directeur innovation et projet au Pôle Véhicules du Futur, un cluster des mobilités. Je vous invite à nous rejoindre. Et enfin, Alexia Pellizzari-Visca, j'avais bien écrit, responsable du secteur automobile chez le cabinet Secafi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure en présentant Quentin, le cabinet Secafi accompagne les comités sociaux et économiques des entreprises, donc les représentants du personnel, à prendre des décisions, à faire des expertises pour participer à la vie des entreprises. Je vous invite à vous asseoir. Vous pouvez les applaudir. Vous aussi, vous avez appris plein de trucs sur ce premier temps? Eh ben, c'est super. Alexia, je vais commencer par vous, parce que j'aimerais bien que vous nous traciez les grandes lignes de l'industrie automobile française. On vient d'avoir un état des lieux de l'hydrogène en France, mais pour parler des opportunités et des risques de la filière automobile française, il faudrait peut-être déjà la comprendre. Est-ce qu'on a pas avoir une idée peut-être du nombre d'entreprises, du nombre d'emplois que ça représente, ou comment ça disparaît? Bonjour à tous déjà, merci pour cette invitation. Alors effectivement, donc, chez Secafi, on suit les comités sociaux et économiques et on accompagne les représentants du personnel dans leurs prérogatives économiques. Et on a la chance d'avoir parmi nos clients de nombreux acteurs de la filière automobile qui nous font confiance. Donc on a vraiment une vision assez large de ce qui s'y passe. Donc on accompagne les CSE de JTEC, de Forvia, de Stellantis, de Renault, de Valeo, de Michelin, et j'en passe. Donc on a cette chance d'avoir une vision à 360 puisqu'on a évidemment, on est auprès des organisations syndicales et donc du terrain qui nous remontent directement ce qui se passe concrètement dans leurs entreprises. Et puis on a la vision stratégique des dirigeants qui nous accordent du temps pour comprendre où ils vont aller. Donc on peut confronter ces deux visions et on la met à profit effectivement de l'ensemble des acteurs comme la CFE qui nous a demandé de participer ici. Alors la filière automobile, il y a 350 000 emplois sur la partie industrielle en France. La trajectoire de ces emplois-là, je ne vous apprends rien, on est en décroissance de manière structurelle. Cette décroissance, elle s'explique par, on va dire, une première partie qui a été la mondialisation des flux, on va l'appeler comme ça. On parle des délocalisations, en fait, concrètement, recherche d'un meilleur prix, des stratégies mondialisées sur la partie supply chain, une industrie qui a longtemps été basée sur les volumes et donc finalement qui a commencé à offrir, enfin, à développer une offre mondiale. Et donc cette offre mondiale, on peut la produire n'importe où. Avec comme but de rechercher une meilleure compétitivité du prix. Donc ça, c'est, on va dire, le sous-titre de cette filière qu'on voit, qui détruit régulièrement de l'emploi en France. Mais ça, c'est pas nouveau.
Ce qui se passe en ce moment, c'est effectivement cette transition énergétique, puisque l'Europe finalement, l'automobile va être le premier secteur à être confronté à une norme qui va imposer la décarbonation, puisque c'est le fameux Green Deal. L'automobile, c'est le premier à avoir une échéance, 2035, fin des émissions de CO2 des véhicules vendus. Donc 0 gramme au pot d'échappement. Là où on en est à peu près, là on va être à 90 grammes aujourd'hui en 2025. Donc on va avoir une pente très forte, une décarbonation très forte, et c'est là qu'apparaît des solutions comme l'hydrogène, mais c'est notamment celle qui est la plus majoritaire et l'application qui va être la plus forte, ça va être les batteries. La conséquence de ça pour l'emploi, c'est 3 fois moins de besoin d'emploi. C'est quoi le rapport? Il y a combien de pièces en moins à peu près dans une voiture électrique batterie par rapport à une voiture Alors ça, je ne vais pas vous dire, je vais pas l'inventer, mais nous, on raisonne plutôt emploi, c'est 3 fois moins d'emplois. Voilà. Donc ça, c'est ce qui nous attend dans la filière. Donc dans ce contexte-là de dégradation, de l'emploi, l'hydrogène a émergé comme étant une solution de diversification pour les entreprises qui subissaient finalement des perspectives négatives, en disant vous inquiétez pas, on va pouvoir rebondir industriellement sur un nouveau segment qu'est l'hydrogène. Donc, il y a eu la batterie aussi. Certains ont pu se positionner sur des éléments de batterie, sur des éléments électriques, mais l'hydrogène a été aussi cette porte, cette stimulation finalement de dire voilà, on va trouver une solution. Bon, on en est à un point zéro pour l'instant. Concrètement, il n'y a pas de vraie dynamique, il n'y a pas de vrai. En tout cas, à l'échelle de la filière automobile et les emplois qu'on a besoin de compenser, le compte n'y est pas. Ça, c'est un premier point. Mais la filière auto, elle est toujours concernée par ce fil rouge que je vous disais, de compétitivité coût. Et là, on a, si vous voulez, un deuxième booster qui est arrivé. Le Covid a remis des notions de souveraineté et de réindustrialisation au premier plan. Ça a été dit en introduction, c'est plus tabou de parler comme ça. C'est plus tabou d'en parler, mais dans les actes, on est quand même assez loin du discours. Donc on a une espèce de schizophrénie. L'exemple qu'on cite souvent, c'est sur les Chinois. Les constructeurs chinois, c'est un vrai risque pour l'industrie européenne. Il faut s'en protéger. Il faut nous aider à temporiser, entre guillemets. Les constructeurs ne sont pas prêts. Et en même temps, les directions achats des constructeurs se précipitent vers les fournisseurs chinois, puisqu'ils ont des technos sur étagère, pas chers, à disposition, en fait, pour les moteurs électriques, pour les batteries, même pour des véhicules entiers, prêts à être vendus à nos constructeurs européens. Donc il y a cette schizophrénie aujourd'hui. Donc la recherche de compétitivité, elle n'est pas finie, et c'est justement ce que nous, on observe dans tous les plans sociaux dont on parle en ce moment. L'inducteur majeur, ce n'est pas l'électrification des ventes, parce qu'on en est à 14% des ventes. Donc ce n'est pas ça l'inducteur majeur de la révolution industrielle qu'on est en train de vivre, mais c'est vraiment ce coup de booster qui est donné sur de la recherche de compétitivité coût. Donc on va de plus en plus loin dans la délocalisation, dans ce qu'ils appellent le sourcing low cost, donc aller de plus en plus loin dans la recherche de fournisseurs. Et c'est ça aujourd'hui qui pénalise l'emploi et la filière en France. Je vous invite à passer le micro, Alexia, à Frédéric, parce que ça fait une bonne transition, Frédéric, pour évoquer le contrat stratégique de filière. Qu'est-ce qu'on a ciblé comme enjeu sur la filière automobile française pour qu'elle soit encore debout dans quelques années? Alors, bonne question. Parce que j'ai fait un peu de spéléo et puis je me suis dit en Bourgogne-Franche-Comté si on peut leur donner leurs chiffres, parce que 350 000 dans la France, mais c'est quoi en Bourgogne-Franche-Comté? Donc en Bourgogne-Franche-Comté, quand on regarde l'observatoire de la métallurgie, on a 90 000 salariés qui bossent dans l'observatoire, enfin dans la métallurgie. Mais dans l'automobile seul, ça fait plus que 18 000 salariés. Et ces 18 000 salariés, c'était en 2022. En 2015, il y en avait 3 000 de plus. Donc vous êtes vraiment, on voit cette dynamique de décroissance. On parlait des 70 000, 80 000 emplois qui ont été perdus en une dizaine d'années. Donc la Bourgogne-Franche-Comté, et surtout je dirais plutôt la Franche-Comté, parce que la Bourgogne a moins d'utilisation automobile, enfin il y a beaucoup moins d'entreprises qui sont ciblées automobiles, est quand même assez touchée par cette décroissance.
Il y a un petit point aussi, avant de rentrer dans le contrat stratégique de filière automobile, qui est intéressant, c'est que quand on s'attache à l'automobile, on définit l'amont, on définit l'aval. C'est assez simple. L'amont, on se dit c'est un constructeur et l'aval, c'est un concessionnaire. Grosso modo, c'est à peu près ça. Mais avec l'arrivée de l'hydrogène, est-ce que la branche Forvia de l'hydrogène, Symbio qui fabrique des piles à combustible, Schaeffler, enfin des acteurs typiquement automobiles dans le passé, font toujours partie de l'automobile? C'est pas forcément évident. On le voit, les applications ne sont pas tout forcément cas exclusivement automobiles. Donc ça veut dire qu'aussi ça interroge sur qui rentre dans l'automobile. Et si on étend l'automobile à l'électrification, et au soft, à tout ce qu'il y a comme logiciel embarqué, on va beaucoup plus loin dans les 350 000 de l'automobile. Donc on voit que c'est un monde qui est en vraie mutation. Et juste pour finir, un dernier chiffre sur les emplois, on prédit 100 000 suppressions d'emplois en France d'ici les 10 prochaines années, mais on va en créer entre 60 et 70 000. Donc effectivement, on va en perdre 30 à 40 000, mais on va quand même en créer plein. Par contre, grosso modo, si je peux parler comme ça, ce n'est pas les mécaniciens, les graisse-boulons dont je suis issu, je suis un pur produit de la mécanique, c'est plutôt peut-être des électroniciens, des personnes qui vont travailler en chambre blanche, enfin en chambre grise, en salle grise, salle blanche. Voilà, on n'est plus sur les mêmes typologies. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un bon périmètre pour pouvoir flécher les salariés qui demain risquent d'avoir des difficultés de déboucher dans l'automobile, les orienter vers les nouveaux métiers de l'automobile. On arrive donc au contrat stratégique de filière automobile. Donc, le contrat stratégique a été signé au mois de mai l'année dernière. Il repart pour 4 ans. Il y en avait déjà un précédent. C'est la première fois où on en signe un avec des organisations syndicales. Donc, il y a 3 organisations syndicales qui ont signé en plus de 3 ministres. C'est bien, ça fait une parité quelque part. Donc, le ministre du Budget, le ministre de l'Industrie et le ministre du Travail. Oui, je me souviens des signataires, parce que ceux-là, ils étaient restés un peu plus longtemps que les autres. Bruno Le Maire, Roland Lescure et ça devait être Madame Vautrin au travail, je crois. Donc après les autres, pour l'instant, alors si je suis obligé parce qu'il y a Secafi, donc j'ai obligé. Le ministre actuel de l'Industrie est très très bon, Monsieur Ferracci. Et donc on a également les régions. Et ça, c'est important parce que ce contrat stratégique de filière automobile, ce n'est pas uniquement penser à rue de Presbourg, à côté de l'Arc de Triomphe à Paris et pour des Parisiens, c'est du territorial. C'est vraiment ancré dans le territoire. Donc on en retrouve des outils applicatifs vraiment en territoire et il faut que les territoires s'en saisissent. Alors, je pense qu'il y en a qui vont pouvoir nous en parler encore mieux que moi sur ce territoire, mais il y a vraiment la volonté de faire au plus proche des besoins des entreprises et des bassins d'emploi. On retrouve 6 axes dans ce contrat stratégique de filière, et j'ai essayé de voir ceux pour lesquels l'hydrogène, le sujet d'aujourd'hui, est peut-être le plus présent. Donc, les 6 axes, rapidement, il faut créer de la valeur en France. Là-dessus, il n'y a pas de débat, on veut bien créer de la valeur en France. Donc, non, mais déjà, c'est bien de l'affirmer. Parce que je vous rappelle qu'il est signé également par le représentant de la PFA, donc c'est Luc Châtel, ça fait presque encore un ministre de plus puisqu'il l'a été avant, et qui représente plutôt, si je peux me permettre, les intérêts de Stellantis, de Renault et de Renault Trucks, donc plutôt des gros donneurs d'ordre de la filière. On a la FIEV qui est plutôt les équipementiers de l'automobile qui signe également, mais voilà, donc on a quand même une volonté des donneurs d'ordre de dire qu'il faut créer de la valeur en France. Bon, ça c'est quand même intéressant. Renforcer l'attractivité et anticiper les besoins de reconversion dans les territoires. Donc, ce que je disais, on est sur les territoires. L'attractivité, en général, il n'y a pas trop de débat. On a beaucoup d'opérations de promotion d'attractivité, surtout envers le jeune public, pour les faire revenir dans l'industrie. Là où, on verra, c'est le 3e axe, je suis un peu plus réservé, c'est le modèle de résilience de la filière. Il ne s'agit pas de faire rentrer des jeunes en disant l'automobile est sympathique parce que c'est un formidable laboratoire d'innovation, une formidable école d'apprentissage. Si pour ouvrir le journal et découvrir que chaque jour une usine ferme et qu'on licencie les plus de 50 ans, voire les plus de 55 ans, parce que pour les entreprises, ils ne servent plus à rien. Donc il faut un modèle de résilience. Ça, c'est le point numéro 3, qui est couplé avec de la souveraineté. Donc là, c'est comme le jeu à l'école, on met tous les mots, mais ils ne sont pas forcément dans l'ordre, mais en tout cas, ils pèsent beaucoup. Assurer notre souveraineté, jouer collectif et renforcer la résilience de la filière.
Donc jouer collectif, moi qui suis issu d'un équipementier de l'automobile, quand je regarde mes donneurs d'ordre, j'avoue que j'ai... Et bien justement, je dis, bah là, j'attends avec appétit et impatience surtout de voir comment on peut jouer collectif. Alors, on va le voir, il y a peut-être quelques exemples qui, sous la force des événements aujourd'hui, parce que les temps sont tellement chamboulés et que la filière n'a jamais été autant attaquée et que son existence, comme tu le disais en début, est vraiment interrogée, on commence à jouer collectif. Mais ça reste encore timide. Oui. Oui. Mhm. Comme Renault. C'est pour ça que l'intérêt de la souveraineté, finalement, il dépasse celui de la France, il va se raisonner plutôt au niveau européen. Et là, on met les Allemands avec nous, et c'est pas gagné, hein. Surtout quand on parle d'hydrogène, par exemple. On n'est pas du tout aligné. Donc, et il va falloir qu'on s'aligne vite. Alors l'axe 4, il est typiquement dans l'hydrogène. Accélérer la transition énergétique et écologique. Donc pour moi, c'est l'axe de prédilection pour l'hydrogène. On a après deux autres que je cite rapidement. Il y a l'économie circulaire. Donc il y a aussi cette partie de s'interroger sur l'empreinte environnementale, sur la partie de rétrofit, de recircularisation des pièces, mais pas que des pièces. Et puis gérer et renouveler de façon soutenable le parc automobile. Donc ça peut être du rétrofit avec de l'hydrogène aussi, pourquoi pas, notamment sur tout ce qui peut être bus et autres, hein, puisque c'est intéressant. Et les nouvelles mobilités. Alors, quand on regarde un peu plus dans ce contrat, il est disponible sur Internet, je vous encourage fortement à le regarder, au moins à le lire une fois. On voit que l'hydrogène est cité à pas mal d'endroits, notamment au chapitre souveraineté, au chapitre impact environnemental, et puis au chapitre quand même besoin en compétences et en emploi. Donc c'est presque trois chapitres qui sont importants. Le primordial pour moi aujourd'hui, c'est peut-être la souveraineté. C'est parce que si on veut garder un objet de souveraineté dans l'automobile, l'hydrogène sera une des solutions. Ça ne sera pas la seule, il faudra la combiner. Mais ça veut dire que quelque part, il ne faut pas renoncer aux efforts qui ont été initiés il y a, on va dire, une dizaine d'années, pas s'arrêter au milieu du gué. Il faut poursuivre. Par contre, il faut poursuivre de façon intelligente. Ça ne sert à rien de passer dans des phases industrielles quand un marché n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire de 800 salariés dans une entreprise pas très loin de chez moi à Saint-Fond, parce que je suis lyonnais, qui fabrique des piles à combustible et qui n'a aucun débouché. Un bureau d'études, c'est très bien. Une usine de production, ça ne sert à rien. Merci Frédéric. Je voudrais t'inviter à passer la parole à ton voisin de droite, Paul Moreau. Je vais vous donner votre casquette de shifter. Est-ce qu'on peut replacer les enjeux de la décarbonation et de la mobilité? Parce qu'en fait, c'est quand même ça le fond de notre dossier. L'obligation de décarboner les usages, notamment notre mobilité. Oui. Alors, la décarbonation, c'est un peu à double tranchant pour l'automobile parce qu'on a d'un côté des enjeux sur les batteries et l'hydrogène notamment et toutes les transformations que ça induit dans l'automobile, qui peuvent être une chance comme un problème. Et puis, on a aussi, alors je vais être un peu le chiant de la table, c'est que la décarbonation, en tout cas à notre sens à nous, c'est aussi la baisse de consommation, c'est-à-dire du report sur les mobilités douces, sur les transports en commun, sur l'autopartage, tout ce genre de choses, et qui ne sont pas très bons pour les affaires dans l'automobile. Donc c'est cette contrainte-là qui va se poser à nous en tant que société. L'automobile va devoir faire avec. Et après, de l'autre côté, on a, comme je disais, ces technologies qui vont nous permettre à l'automobile d'évoluer. On a même l'hydrogène qui, dans un sens, dans sa partie combustion, peut sauver un peu l'héritage historique qui est présent beaucoup dans la région du moteur thermique. Donc voilà, il y a ces enjeux-là. Je ne l'ai plus en tête. Je ne l'ai plus en tête. C'est une trentaine de pourcents, avec une grosse partie de ces 30% sur la voiture personnelle. Ouais, individuelle.
Donc voilà, il y a des efforts à faire là-dessus. Et nous, ce qu'on va prôner, c'est plutôt effectivement le fait de moins utiliser sa voiture plutôt que de changer de façon de rouler. Donc même si on a une batterie, même si on a un moteur à hydrogène ou une pile à combustible, ça n'empêchera pas de devoir prendre son vélo, de devoir prendre le bus. C'est logistiquement un peu chiant, parce qu'il faut le prévoir, on est contraint, on perd une partie de sa liberté en tant que citoyen de mouvement, mais c'est nécessaire. Voilà. Soit on parle de l'industrie automobile en général, et là ça a été exposé un peu en début de réunion. En fait, avant tout, il y a une course au sourcing qui concerne bien sûr les constructeurs qui n'ont pas de fidélité envers les équipementiers. Voilà. Mais même les équipementiers de rang 1, de rang N vont, pour leur survie, avoir tendance à sourcer dans des pays low cost. Voilà. Et donc en fait, toute la chaîne essaye de rester compétitive. Voilà. Donc effectivement, je voulais apporter cette notion. Et, bien sûr, les constructeurs, quand on a des annonces d'un objectif de sourcing à 80% dans les pays low cost, voilà, ça choque, mais en fait, on a aussi les équipementiers qui suivent cette logique-là pour des raisons de survie. On n'a pas le sentiment, mine de rien, que ça entraîne, que ça a une survie à court terme, mais qu'à long terme, on connaît presque le résultat, quoi. En fait, il y a une course à l'échalote pour la compétitivité. Alors, oui. Alors moi, ça me fait penser à une chose, c'est que le client, par exemple, d'un véhicule, il se fiche pas mal de la technologie qu'il y a sous le capot. Il veut pouvoir ouvrir sa portière, se déplacer, faire le plein de façon pratique, avoir un peu d'autonomie, pas s'arrêter pendant plusieurs heures sur des aires d'autoroute. Et à un moment, le client, il doit se retrouver dans le produit qui lui est proposé. Voilà. Et à date, pour différentes raisons, de massification qui n'est pas encore là, etc., c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule qui était exposée tout à l'heure. On a des véhicules qui sont produits en toute petite quantité, donc un prix de revient qui n'est absolument pas massifié. Donc, voilà. Donc déjà, on a un produit, il faut beaucoup de mental pour acheter un véhicule hydrogène parce que c'est excessivement cher. Néanmoins, les véhicules tels que la Toyota Mirai, des véhicules particuliers, ou Hyundai Nexo, sont des véhicules qui ne sont pas si chers par rapport à leur équivalent thermique parce que c'est des véhicules haut de gamme. Donc il y a cet écart de prix qui est quand même dilué par le fait qu'on soit haut de gamme. Peut-être que l'équivalent en diesel serait à 55 000 60 000 euros. Là, on est à 70 000 ou 80 000. Voilà, donc ça, il faut quand même prendre ça en compte. Alors, donc la première chose, effectivement, c'est le client est indispensable. Voilà. Et le client, en fait, il n'a pas de vision stratégique sur l'accès à l'énergie. Il se fiche pas mal que le pétrole vienne de partout, sauf de l'Europe. Que l'on dépende donc pour le pétrole et le gaz de la Russie, de l'Arabie Saoudite, des États-Unis, etc. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Mais le client, il s'en fiche. Voilà. La deuxième chose, c'est les matières premières. Encore une fois, le client, il s'en fiche de dire, bah, tiens, il y a un risque matières premières. Si jamais on avait une massification importante de la filière électrique à batterie, oui, mais à date, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de risque. Et encore une fois, ça ne me concerne pas, moi, client, maintenant ou dans 3 ou dans 5 ans. Voilà, j'achète un véhicule parce qu'il est pratique, etc. Et puis ensuite, l'économie. Le client, il peut acheter des MG, un véhicule chinois, il peut acheter des BYD, qui sont des très bons véhicules, objectivement. Et donc, du coup, encore une fois, il n'y a pas, on pourrait dire, cette solidarité avec la filière de son propre pays. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et puis enfin, j'avais noté pollution, mais en fait c'est plutôt gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre, c'est un impact vraiment global. Et donc du coup, autant la pollution, par exemple dans les zones faibles émissions, on va se dire, bah oui, effectivement, il faut moins polluer dans les villes parce que directement on a un impact sur la santé. Des gaz à effet de serre, quel que soit l'endroit où ils sont émis, peu importe, en fait. C'est un effet vraiment global en termes de réchauffement et donc des conséquences très diluées. Donc en fait, on est une somme de petites fourmis qui émettons du CO2, mais notre part respective reste négligeable. Voilà. Donc là, c'est la première chose, c'est pourquoi on n'y arrive pas, parce qu'il y a
Il faut trouver un client, en fait. Voilà, c'est ça. On n'a pas eu vraiment de choc. Moi, je suis adepte de la théorie des chocs. C'est un moment, tant qu'il n'y a pas de choc, les économies, les personnes restent dans le même schéma. Oui, alors effectivement, il y a le deuxième aspect, c'est la vision stratégique. À un moment, donc si on s'appuie sur chaque individu, que ce soit une entreprise ou une personne, il va avoir un pragmatisme par rapport à la praticité, au coût, etc. Et si on s'appuie sur des stratégies de moyen et long terme d'un État, par exemple, on va avoir une vision complètement différente. Et si jamais, à un moment, en France, on s'était dit, en 2000-2005, on va développer la filière batterie, etc., pendant 15 ou 20 ans, voire plus, on aurait accumulé l'expérience, mais à fond perdu, entre guillemets. Il n'y aurait pas eu d'amorçage. Et donc, il y a cette volonté de se projeter dans une vision à 20, 30 ans, etc., que la Chine a fait, qu'elle fait fortement sur l'hydrogène aussi. Peut-être que la Chine va, en 2030, nous vendre des moteurs à combustion hydrogène. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la vision stratégique. Actuellement, donc, en termes de vision stratégique, aussi, il y a quelque chose que je regrette en France, c'est la volonté d'avoir une vision stratégique absolument parfaite. Il faut que l'hydrogène soit vert, il faut que toutes les usines soient à faible émission de CO2. Et à un moment, en fait, il n'y a pas d'état d'équilibre qui se crée. Et donc, en fait, chaque fois qu'il y a une vision absolument belle, verte, avec des petits oiseaux, il faut la décliner selon une feuille de route et une succession d'états d'équilibre. Et du coup, le premier état d'équilibre pour aller jusqu'à ce monde idéal, quel est-il? Et alors, je ne dis pas que c'est la bonne idée, mais en Corée du Sud, l'hydrogène qui est consommé par les Hyundai Nexo, c'est de l'hydrogène gris en grande majorité, qui est compétitif, qui est autour de 7 € du kilo. J'avais fait le calcul quand j'étais sur place. Et 7 € du kilo, ça ressemble à une parité diesel. Voilà. Donc le client, ce n'est pas à l'insulter de lui dire prends un véhicule hydrogène, tu vas voir, c'est le même prix. Ah oui, effectivement, c'est le même prix. Alors qu'en France, il y a peut-être un facteur 2 sur le poste carburant. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, dans les analyses cycle de vie de l'ADEME, entre un véhicule hydrogène avec de l'hydrogène produit par vaporéformage de gaz naturel, hydrogène gris, on a eu un bilan CO2 sensiblement proche de celui qu'on a avec un véhicule diesel. Donc, on n'est pas extrêmement vertueux, mais on n'a pas non plus absolument tout perdu. Voilà. En fait, non, mais je comprends, et c'est normal, la position du shift, et je pense qu'il y a un espace encore pour l'automobile, parce que d'avoir uniquement cette vision, mais je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est le cahier des charges que le client se donne d'un véhicule. On vient vouloir un véhicule qui fasse, je le disais tout à l'heure, 1000 km d'autonomie, 2 tonnes 5, 3 tonnes, enfin, c'est pour transporter 70 kg de viande, excusez-moi, mais la plupart du temps. Et c'est ça qui ne va pas. C'est ça qui va pas. Je pense qu'il y a la place pour un véhicule désirable. Alors certes, contraint, enfin, qui est respectueux, mais aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver au travers du pricing power d'un certain Carlos, qui n'est plus là maintenant pour en parler, mais ça a entraîné l'arrêt de toute une partie de véhicules pour lesquels l'Europe, et la France notamment, étaient plutôt très bons leaders, peu polluants, qui étaient des vrais véhicules, des vrais débouchés. On a abandonné ces segments-là parce que la norme et le pricing power a fait qu'aujourd'hui, il faut des gros véhicules pour tout le monde. On se SUVise. Et du coup, on court des objectifs qui sont à l'opposé de ce vers quoi on aspire. Les segments A, les petits, les micro citadines. Il est cher aussi, oui. Je voulais juste rajouter quelque chose sur justement en disant c'est peut-être pas vendeur, mais il va falloir qu'on utilise moins notre voiture. Et ça, c'est quelque chose qui est bien intégré par les acteurs.
Et un des arguments qui est donné à la filière, c'est OK, on vendra peut-être au niveau européen moins de voitures, mais on peut aussi en produire plus en France. Et l'idée, c'est aussi de rééquilibrer en fait ce qui est produit ailleurs, alors en Europe, mais aussi hors d'Europe. Et pour le réindustrialiser, c'était ça l'idée. Donc, c'est pas forcément incompatible. Enfin, on avait trouvé dans les argumentaires une espèce de convergence. On peut produire moins au global, mais produire plus en France, réinterniser plus. Et puis l'argument qui avait suscité beaucoup d'espoir, c'est quand on parle de neutralité carbone ou quand on commence à évoquer l'empreinte carbone, produire plus en France, c'est produire mieux et de manière plus vertueuse aussi. On souhaite en produire 2 millions. Ça, c'était la cible. Hein. On est péniblement à un 5. Et on n'a pas de vision de retour à ces 2 millions. Et la plus grosse usine, c'est Toyota dans le nord de la France. Oui, la Yaris, oui. C'est la seule qui est d'ailleurs certifiée Origine France Garantie. Parce qu'il faut un pourcentage de valeur ajoutée en fait en France. Hein, donc, si je puis me permettre un petit lien avec ce que disait Frédéric, c'est en plus une petite voiture. Et oui, c'est toujours le paradoxe. C'est possible. Voilà. On a un petit véhicule léger, urbain, made in France, qui est relativement accessible. Enfin, en tout cas, le prix n'est pas celui des gros SUV. Donc c'est possible. Il y a vraiment une place pour la filière. Paul, une réaction ou pas? Non, mais j'aime beaucoup ce que j'entends. C'est vrai que si on doit produire une voiture, à un moment, c'est peut-être mieux qu'on la produise en France plutôt qu'en Chine ou en Inde. Après, je reprends un peu ma casquette d'ingénieur de l'hydrogène aujourd'hui. C'est vrai que l'hydrogène a aussi la capacité de produire des voitures plus légères que les voitures à batterie. Et il a, je pense, une capacité à profiter des économies d'échelle qui est plus importante que la filière batterie, au sens où on a moins de matières premières en intrants sur une pile à combustible, sur un réservoir hydrogène. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on paye, c'est principalement le fait que ce soit quasiment des protos ou des petites séries, et qu'avec des véhicules produits en grande série, on pourrait avoir des véhicules pas chers, ou en tout cas moins chers que les véhicules à batterie, et des véhicules plus légers, ce qui va dans le bon sens. En fait, il y a une question de timing. Ça veut dire qu'en fait, actuellement, qu'on le veuille ou non, on a même des camions 44 tonnes électriques à batterie qui sont achetés par des transporteurs parce que ça fait le job. Alors c'est complètement contre-intuitif, mais en fait, on a des camions chez Mercedes ou autres qui ont 600 kWh de batterie et donc qui ont 4 à 500 km d'autonomie sans aucun problème, avec des bornes de recharge rapide, etc. Ça doit être 2 tonnes 5. Non, en fait, ça dépend. Avec 500 km d'autonomie, voilà. Si on voulait 1500 ou 2000 km d'autonomie, il faut à peu près 12 tonnes, effectivement. Mais du coup, en fait, le modèle, c'est pas ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de camions, tracteurs semi, qui ont ce besoin-là. Et du coup, les premières dizaines de véhicules pour la décarbonation, après avoir tiré au maximum sur tout ce qui est biogaz, baissant, HVO, les solutions faciles, entre guillemets, pour se verdir à moindre coût. Après, la tendance, c'est quand même fortement de se dire qu'est-ce que je peux faire au maximum avec de l'électrique à batterie sur les profils d'utilisation qui conviennent. Et après, c'est très largement en faveur de l'hydrogène à moyen et long terme. Mais la question du timing, c'est ça. C'est peut-être que pendant encore 3 à 5 ans, on peut avoir un déploiement qui se passe plutôt bien sur de l'électrique à batterie. Enfin, ça, c'est ma vision. Il y a une question de timing et encore plus sur le véhicule particulier. Et là, le véhicule particulier, sauf cas spécifique, des taxis à Paris ou autres, n'a pas beaucoup de légitimité, alors que la batterie peut suffire dans ce cas précis. Okay. Non, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à avoir en tête. Là, on s'arc-boute sur le mode de propulsion, en fait, sur le moteur, enfin, quelque part comme ça. Quand on regarde l'histoire de l'automobile, sur ces 150 dernières années, les 70, jusque dans le premier choc pétrolier, tout le monde était sur comment j'optimise mon moteur. Et ceux qui sont devenus les principaux leaders et qui ont décidé après de l'arrêt, c'est ceux qui avaient le carburant. C'est eux qui ont pris le pas sur l'automobile, les pétroliers. Et c'est eux qui ont défini. Donc, dans notre hydrogène, si on ne produit pas l'hydrogène en France,
en Europe, mais en France, avec une solution. Alors j'attends, je crois que c'est aujourd'hui l'hydrogène rose, peut-être. Enfin, on n'a plus le droit de parler de couleur, mais surtout quand on a une base nucléaire. Enfin, si on ne se positionne pas de façon souveraine sur ce qu'il y aura pour alimenter les moteurs, on peut faire tous les scénarios qu'on veut derrière. Il y a assez peu de chances que ce soit la France et encore moins l'Europe qui, au regard du monde aussi fracturé qu'il est, avec des États-Unis d'un côté et une violence d'investissement qui est impitoyable, et des Chinois qui sont pareils, qu'on récupère quoi que ce soit. Donc il faut aussi se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur et probablement très rapidement sur comment on fabrique de l'hydrogène et qu'on soit souverain sur notre énergie. L'Union européenne a pu présenter ce matin son pacte européen pour l'industrie propre, parce que je reçois des communiqués de presse en fait. Je les décrypte et puis je ne vais pas dire qui c'est qui me les envoie. Quand même. Bruno. Non, mais du coup, le sujet est plus d'actualité. Donc. Nouvelle question. Oui, on a tendance à opposer l'hydrogène et batteries. Et je me souviens d'un échange qu'on a eu tout début janvier, tous les deux, où vous me disiez qu'il fallait arrêter d'opposer et que de toute manière notre avenir sera multi-technologie, multi-énergie. Même si l'hydrogène c'est plutôt un vecteur énergétique dans le cas qui nous concerne, mais sauf si on prend le moteur à combustion interne. Alors en fait, sur chaque technologie, il y aura des goulots d'étranglement. Sur les moteurs biogaz, il y aura des goulots d'étranglement sur la production de biogaz et puis la concurrence avec d'autres usages, B100, HVO, etc. Ensuite, sur l'hydrogène, ça sera la même chose. Et puis en termes de batterie aussi, que ce soit sur la fabrication de batteries, les infrastructures RTE et Enedis, les infrastructures de production et stockage, si jamais on a beaucoup de renouvelables. Et donc en fait, la meilleure façon de décarboner rapidement, c'est de ne pas être dogmatique envers une solution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une solution électrique à batterie convient, il faut la déployer, mais si elle convient assez difficilement, beaucoup de tonnes de batterie ou alors sollicitation excessive sur le réseau qui nécessite des renforcements, on voit des projets. Voilà. Ou temps de recharge. Voilà. Alors, temps de recharge, encore une fois, j'ai tendance à dire que ce n'est pas tout à fait vrai parce que dans l'électrique à batterie, on a quand même la recharge avec les tensions véhicules à 800 volts. Et moi, j'ai un taxi qui m'amène de temps en temps à la gare TGV et qui me dit j'en ai marre, en 15 ou 20 minutes, j'ai même pas le temps de finir mon café et d'aller aux toilettes, le véhicule est rechargé. C'est un véhicule 800 volts. Et le véhicule, il vaut 55 000 €, donc c'est pas non plus quelque chose de stratosphérique par rapport à d'autres SUV qui sont au même prix en diesel. Voilà, c'est Hyundai Ioniq, Kia V6, etc. C'est des véhicules qui sont performants. Hein. Qu'on le veuille ou pas, en 15 ou 20 minutes, il va récupérer 250 km d'autonomie. Et voilà. Oui, en général, au-delà de 80%, il y a une charge plus lente pour des raisons d'équilibrage, etc. Ouais. Moi, je vais simplement dire peut-être que la problématique, c'est que plus on démocratise la charge rapide, plus on a un impact fort sur les réseaux et le renforcement dont on parlait juste à l'instant. Donc là aussi, l'hydrogène a un coup à jouer parce qu'un électrolyseur se pilote très facilement et le tampon qu'il y a derrière avec l'accumulation d'énergie qu'on a dans les stockages permet de lisser un peu à la demande. On ne peut pas demander aux gens de recharger quand on a besoin de consommer l'énergie qui est produite. Et ce problème-là, il va avoir de plus en plus d'importance au fur et à mesure que les ENR prennent de l'importance. C'est comment on stocke la surproduction, entre guillemets. Et là, les électrolyseurs sont vraiment très, très adaptés. Donc ça... Ouais, et on peut leur demander de tirer de l'énergie quand on en a besoin. Alors que quelqu'un avec sa voiture, on peut lui dire tu te branches maintenant, quoi. Donc ça a aussi cet effet-là de lisser les pics de surproduction et quitte à avoir de l'énergie, plutôt que d'arrêter un moyen de prod, autant qu'on le laisse tourner et qu'on fasse de l'hydrogène, même si le rendement est un peu moins bon que sur le cycle batterie, c'est toujours mieux que de le gaspiller, quoi. Des centrales nucléaires qui produisent de l'hydrogène la nuit. Aussi. Si ma mémoire est bonne, j'avais discuté avec un historien des technologies qui disait que EDF avait déjà évoqué ce projet de fabrication d'hydrogène dans les années 60 ou 70 et ça avait été rejeté à l'époque. Et l'hydrogène, on a l'impression qu'elle a toujours raté son départ avec l'histoire. Le problème des technologies hydrogène, c'est que les piles à combustible, les électrolyseurs sont des machines électrochimiques extrêmement complexes et on commence seulement à avoir les moyens technologiques de les améliorer au point où ils sont vraiment efficaces, quoi. Nathalie, vous vouliez réagir C'était par rapport à ce que je disais, alors je sais plus si c'était le vélo, mais si on ne faisait que de la voiture électrique, batterie,
Il faudrait renforcer le réseau RTE, enfin le réseau de distribution. Ça coûterait des milliards aussi. Ça, il y a alors j'ai plus les chiffres en tête, désolé, j'ai pas pensé à les amener, mais ça a été calculé et ça serait des milliards pour en fait des besoins qui sont pas continus sur la journée. Donc, d'où la nécessité d'avoir des solutions alternatives qui permettent effectivement de produire de l'électricité sous forme d'un vecteur qui s'appelle l'hydrogène. Ça, c'est un des aspects pour la mobilité, mais qui n'est pas pour demain, mais ça compte aussi. Dans une revue qui s'appelle Le 3, je ne sais pas si vous connaissez, l'investissement dans les réseaux dont tu parles, on évoque 200 milliards d'euros. 200 milliards d'euros nécessaires pour rénover les réseaux pour le surplus de consommation énergétique qu'on aura besoin. Bruno. En fait, là, on se pose beaucoup la question électrique, moteur combustion, hydrogène. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, l'hydrogène, c'est un vecteur qu'on peut produire, un vecteur énergétique qu'on peut produire sur notre territoire. Donc, en termes de souveraineté, c'est quand même un peu rassurant. Ça fait des années que certains en parlent. Maintenant, il faudrait avoir des œillères pour pas se sentir en danger. Mais bon, donc du coup, en termes de matières premières, c'était d'abord la Russie qui nous a mis dehors au Niger pour l'uranium. Là, il y a un territoire européen, entre guillemets, avec l'Ukraine. Il y a le Groenland, tiens, au hasard. Et en fait, voilà, il y a plusieurs années que les choses étaient claires. Et si jamais, maintenant, on ne le voit toujours pas, ce risque. Voilà. Et donc, du coup, les conclusions qu'on peut tirer, c'est de se dire, voilà, plus on dépendra de l'électrique à batterie, plus on dépendra d'un besoin en matières premières sur notre territoire, d'une production d'électricité en plus qui est assez hachée en termes de besoins. On peut parler des smart grids qui vont inciter le client à se recharger au bon moment avec pourquoi pas des tarifications dynamiques, mais c'est quand même beaucoup plus naturel de procéder avec l'hydrogène sur le réseau. Et il y a des pays qui le voient très bien, par exemple la Finlande. Donc la Finlande, 1340 km de frontière avec la Russie. Voilà, c'est quand même compliqué. Et du coup, ils ont des projets énormes de Power to X. Donc, c'est-à-dire utiliser des énergies renouvelables et produire des carburants, de l'hydrogène, etc., pour être souverain. Voilà. On a de l'électricité et on va produire différents vecteurs, d'où le X, des vecteurs liquides, des vecteurs gazeux, comme de l'hydrogène, etc. Voilà. Et ça, c'est directement une volonté de souveraineté. Et une autre anecdote aussi, alors Nathalie était avec moi en Finlande en fin d'année. Les Finlandais, ils ont tout un réseau de pipeline hydrogène qui est en train d'être développé, peut-être plus de 4000 km, hein, c'est ça le chiffre. Et à un moment, ils disaient, on va tirer tout droit à travers la Baltique pour alimenter toute l'Europe, voilà, Estonie, etc. Et voilà, et effectivement, et en fait, il y a des critères, c'est pas se dire, bah tiens, c'est moins cher, ou alors il y a un meilleur rendement, etc. C'est se dire, mais c'est bien sympa, si je tire en ligne droite, il y a 100% de chances qu'il y ait plein de navires que je n'arrive pas à surveiller qui vont détruire mon pipeline d'hydrogène. Voilà. Et du coup, il y a plein de critères. Effectivement, la question sur le rendement était très intéressante tout à l'heure. La question de la sécurité, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, sur l'hydrogène liquide aussi. Enfin, en fait, il faut vraiment avoir beaucoup d'ouverture d'esprit parce qu'on vient d'un monde facile où essence, diesel, beaucoup de densité énergétique, en faisant abstraction de toutes les externalités négatives. Et l'hydrogène liquide, en fait, selon qu'on est dans un super tanker hydrogène qui va transporter d'un pays à l'autre par les océans, on est à des pertes de moins de 0,5-0,6% par jour. Donc le bateau, il ne va pas être pendant 300 jours sur la mer. Donc, voilà. Et cet hydrogène qui va s'évaporer du fait des pertes thermiques, donc il va passer sous forme gazeuse, il va être à terme consommé dans les moteurs du bateau. Donc c'est absolument aucun problème de rendement. Et en Formule 1, à l'inverse, en 2031, il y a des projets de faire de la Formule 1 à hydrogène. Et ben là, c'est plutôt un critère, c'est OK, faut que sur une certaine durée sur la ligne de départ, il n'y ait pas de problème d'évaporation excessive. Si jamais il y a une panne du véhicule, il faut qu'il puisse, avant de rentrer en ébullition, X minutes sur le bord de piste. Et voilà. Du coup, il y a des contraintes d'isolation. Oui, tout à fait. Et en endurance aussi. Ouais. Voilà. En fait, une dernière chose, en fait, c'est très pragmatique. Il ne faut jamais dire jamais. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, c'est super pragmatique. Moi, j'entends beaucoup d'affirmations dogmatiques parfois. En Formule 1 et en endurance, ils se sont dit, de toute façon, on ne peut pas faire dans une course des 24 heures du Mans, faire s'arrêter un véhicule pendant 1 heure au stand. Et puis alors, on fait des calculs savants pour compenser par rapport aux autres énergies. Et donc, du coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire le plus facilement ? C'est l'hydrogène liquide. Et puis, encore une fois aussi,
recharger rapidement en version gazeuse, on va avoir un échauffement du réservoir, donc qui va poser problème. Et consommer très rapidement l'hydrogène gazeux qui est dans le réservoir, on va avoir un refroidissement, et du coup, parce qu'on a un débit très très élevé dans ces applications, et du coup on est obligé à un moment de mettre le véhicule en mode dégradé pour ne pas refroidir excessivement le réservoir. Et donc du coup l'hydrogène liquide arrive naturellement, et c'est pas le cas voilà, pour une Toyota Mirai, il n'y aura pas le problème d'une consommation en quelques dizaines de minutes de tout l'hydrogène. Ouais, je ne suis pas ingénieur, mais je vais dire des choses plus simples. Non, en fait, quand on... je n'ai pas tout suivi, mais c'était passionnant. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit qu'en fait, le monde industriel va se complexifier. Et je fais le lien avec les enjeux de la filière automobile. Parce qu'effectivement, on vivait dans un monde où tout était simple. Et dans la filière auto, c'était ça, en fait. Un site, il avait une ligne avec beaucoup de volume, et il fallait faire du débit, parce qu'on lui demandait de faire à chaque fois moins cher, de la profitabilité, de la productivité, pardon. Et donc, il fallait vraiment simplifier le process industriel. Et c'est comme ça que l'industrie auto se différencie vraiment des autres industries, cette capacité à faire du prix, à faire du volume. Mais on voit qu'on est à un tournant, parce que comme on l'a dit, on va avoir beaucoup plus de diversité, beaucoup plus de complexité. Et pour la filière automobile, c'est ça le vrai changement finalement. Ce n'est pas tant de remplacer un moteur essence par de l'électrique, même si ça a beaucoup de chamboulements en termes de compétences et de métiers, mais même en termes de process. On n'est plus sur un process unique. On va devoir adapter nos sites industriels vers beaucoup plus de complexité. Et là, c'est là où on a sans doute eu des discours un peu dogmatiques à vouloir toujours faire rentrer un seul usage, cette fameuse solution miracle, parce que ça nous allait bien dans nos process uniques et dans notre besoin de volume, besoin de débit. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu tous ces discours de c'est la batterie, non, c'est l'hydrogène, et on a voulu opposer les modes. C'est que ça ne rentrait pas pour l'instant dans notre cadre de process industriel. Donc là où il faut revoir finalement nos flux de sites, tout simplement. Refaire de l'investissement sur des sites existants pour pouvoir qu'on soit compatible à plusieurs produits, plusieurs façons, et puis des petits volumes aussi. Paul, finalement, l'une des choses qu'il faut réussir à transmettre aussi aux gens, c'est que se déplacer et se chauffer, ça va coûter beaucoup plus cher. On avait presque oublié ça. Donc, se déplacer, ça pouvait être à petit coût. Demain, ça risque d'être un peu plus compliqué. Ça pourrait l'être, ça pourrait aussi ne pas l'être, ça va dépendre de ce qu'on est capable de faire dans l'énergie, et là c'est une équation qui est à multiples inconnus auxquelles j'ai pas la réponse en fait. On a les ENR, on a le nucléaire, on a toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Est-ce qu'on va être capable de mettre en place des réacteurs nucléaires rapidement, sans trop de problèmes? Est-ce qu'on va être capable de développer les ENR comme on l'entend aujourd'hui? Y a tellement d'inconnus qu'on ne sait pas comment va évoluer le prix de l'énergie. Ce qui est sûr, c'est que la raréfaction du pétrole va induire des instabilités sur le coût. Et ça va poser des problèmes au niveau des produits issus des produits pétroliers. Par contre, sur les énergies en général, bien malin celui qui pourra prédire l'avenir. Je pense qu'il faut avoir une approche multi-énergie, multi-technologie pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et puis, pour reprendre un peu les mots de Bruno vis-à-vis de l'opportunité, puisqu'on est ici en train de parler d'opportunité, je pense qu'une opportunité, c'est pas prendre la direction du vent et se dire je vais me laisser porter, c'est développer quelque chose dans son coin, tant que c'est pas à la mode, entre guillemets, pour avoir le jour où ça démarre, une longueur d'avance sur les autres, en fait. Et je pense que pour ce qui est de l'hydrogène dans l'automobile, c'est ça qu'il faut faire, c'est avoir quelques deniers sur la technologie, continuer de faire des investissements en R&D et pouvoir décoller le jour où ça démarrera, parce que je pense fortement que ça va démarrer. Avec votre casquette d'ISTI, qui est dédiée à la filière hydrogène, pour vous, le départ du marché, c'est extrêmement compliqué. Franchement, je peux pas m'avancer là-dessus. Je pense, à titre personnel, je pense qu'on a eu un faux départ. Je pense que les dépôts de bilan qu'on voit actuellement sont des gens qui se sont placés sur un marché qui n'existait pas, simplement parce qu'il y a eu une sorte de hype, pardonnez l'anglicisme, et je pense que l'hydrogène démarre doucement, et il y a eu ce faux départ. Aujourd'hui, ça plonge, mais ça plonge pendant qu'au final, le marché commence finalement à décoller par ailleurs. On a des annonces aussi de grosses structures d'électrolyse, de production d'hydrogène propre,
Ouais, c'est sorti il n'y a pas longtemps, il y en a eu 2 ou 3 là, j'ai vu passer. Et potentiellement, à chaque fois, le marché est à contre-courant par rapport à ce qui se passe dans la réalité, quoi. Il y a aussi des choses qui fonctionnent, pas forcément dans la mobilité, mais on a des... Dans l'industrie, c'est ça. C'est à un moment, on va avoir à décarboner cet hydrogène qui est carboné. Donc, les électrolyseurs, on va continuer de rechercher dessus. Les modes de transport de l'hydrogène, on va continuer de faire de la recherche dessus. Et cette progression-là va profiter aussi à l'automobile, parce que derrière, ça va faire baisser les coûts de l'hydrogène vert et ça va participer dans le bon sens à cette équation économique de l'hydrogène. On va bientôt arriver au terme de cette première table ronde, parce que là, ça fait 2 heures qu'on tient quand même, il va falloir leur donner une pause, le public. Frédéric, est-ce qu'il y a un point que vous n'avez pas entendu? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez réagir ou sinon... Un dernier point comme ça, après je le donnerai aux autres, mais c'est parce qu'il faut quand même mettre de l'optimisme dans tout ça. Et c'est gentil. Non, mais on a un territoire d'industrie ici, mais partout en France, formidable. En fait, on a un réseau qui s'est tissé dans l'industriel avec des IUT, des écoles d'ingénieurs, des universités, de la recherche. On n'a pas parlé du CETIM qui, sur l'hydrogène, du côté de Nantes, fait énormément de recherche applicative. Donc on a vraiment cette chance-là qui tient par rapport à des personnes, par rapport à de l'investissement et de la matière grise. Alors, je sais bien, comme on pourrait reprendre le vieux slogan, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça n'a jamais été aussi vrai. Donc, il ne faut pas désespérer, parce que je pense que si on arrive à structurer, à canaliser les efforts et à ne pas partir en feu d'artifice comme ça a été le cas, enfin, vous l'avez évoqué, l'hydrogène, on est peut-être parti un petit peu avec un effet de hype, et là maintenant, effectivement, prochainement dans la presse, on verra que ça dégraisse à certains endroits, que ça ferme à d'autres, et on dira c'est pas la solution. Non, c'est la solution. C'est juste que on a été beaucoup trop rapide, on a été trop orgueilleux et trop ambitieux. Par contre, on a ses compétences. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment matière d'espérer. Il faut juste canaliser tout ça. Finalement, si je vous écoute, il faut du collectif, notamment à l'échelle européenne, d'accord. Un petit peu aussi de stratégie et de planification globale. Les Chinois, au moins les Asiatiques, de manière globale, nous l'ont montré sur les 15-20 dernières années sur les nouvelles technologies comme la batterie électrique, mais aussi l'hydrogène, parce qu'ils sont prêts, les Japonais, les Coréens sont en train de prendre le pli et nous guident si on ne va pas plus loin. Peut-être autre chose à part le collectif, la planification. Alors, j'oserais un pic, mais... Alors, oui, parce qu'il est connoté, mais la Startup Nation, il ne faut pas qu'on fasse de nos licornes des chimères. Donc, et ça, elle est pas mal, celle-là. Mais quand on voit, je crois que c'est Olivier qui parlait, Philippe qui parlait justement de l'argent qui peut être fléché, de l'IA. Il faut une permanence des méthodes. On ne peut pas arrêter. C'est des politiques au long terme. C'est pour ça qu'on parle de planification. C'est quand on a voulu lancer le nucléaire, on ne s'est pas dit au bout de 3 ans, quand il n'y avait pas de centrale, ça s'arrête. On est parti pendant des années et des années. Donc il faut continuer, il faut avoir une permanence, il faut soutenir. Sinon, ça ne sert à rien. Oui, alors tout à l'heure, on parlait de sobriété, mais je ne suis pas certain qu'une majorité des personnes, de concitoyens, aient envie de faire preuve de sobriété. Et donc, du coup, il y a encore un Eldorado pour les ingénieurs pour inventer plein de solutions pour essayer de polluer un peu moins tout en étant toujours aussi énergivore, on va dire. Voilà. Ensuite, par rapport au marché, effectivement, bien malin celui qui pourrait deviner quand ça va décoller, mais ça pourrait être une courbe en J avec un déclencheur assez violent, des restrictions violentes sur le pétrole et le gaz au hasard, par exemple, ou alors sur l'uranium, Kazakhstan qui passe par la Russie, Australie qui nous fait passer les sous-marins nucléaires sous le nez. Enfin voilà, on a dans nos sourcing pas beaucoup d'amis, enfin d'amis de long terme. Ensuite, la diversification, ça c'est important. La diversification, c'est quelque chose qui est assez facile, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est se tenir prêt, mais garder un secteur qui est alimentaire, entre guillemets, pour rester en vie en tant qu'entreprise, même si le marché est compliqué. C'est plus simple que pour les pure players, où là, tant que le marché ne décolle pas, un pure player de l'hydrogène a plus de mal à tenir le coup. Voilà. Des questions dans le public? Où on vous a assommé? Monsieur. La pile à hydrogène, ça fonctionne avec du platine, non? Il y a un problème sur la disponibilité du platine dans le cadre de déploiement de... Il y a une quantité de platine qui est connue, et du coup il y a d'autres technologies sans platine ou avec moins de platine qui sont développées, mais c'est un des verrous sur lequel il y a pas mal de travaux. Oui. Dans la table ronde d'après, vous allez avoir une start-up qui travaille sur une technologie sans Ventura,
Et vous avez une société qui voit le jour, un technologue qui s'appelle Génie, qui conçoit des électrolyseurs sans métaux et terres rares. Et Didier est là. On espère qu'elle va bientôt pouvoir annoncer qu'elle a reçu l'argent de l'État. Ah ouais, par contre, ouais. Ah, ça coûte tellement. D'autres questions? C'est bon? On envoie tout le monde en pause avant de reprendre d'ici, on se dit 16h30 pour la deuxième table ronde. Ça vous va? Allez, c'est l'heure du petit goûter. Merci à vous.